L'histoire commence avec notre protagoniste Makoto Mizumi faisant son entraînement de tir à l'arc dans son club comme toujours, et ensuite il rentre chez lui comme d'habitude. Ensuite, il va se coucher, et après s'être réveillé, il remarque qu'il est dans un endroit étrange. Une boule de lumière lui parle alors, et il mentionne qu'il est un dieu. Il demande à Makoto de signer quelques documents pour donner son consentement à entrer dans un autre monde. Makoto se demande ce qui se passe ici, et le dieu est surpris de voir qu'on ne lui a rien dit. Il révèle alors sa véritable forme et se présente comme le souverain du royaume de la nuit, Tsukuyomi. Il mentionne qu'il est là pour faire de Makoto un héros et le remettre à la déesse d'un autre monde. Il explique à Makoto que ses parents viennent d'un autre monde et, avant de venir au Japon, ils ont signé un contrat avec la déesse d'un autre monde en raison de certaines circonstances. Ils ont convenu de lui donner un jour, ce qui était le plus important pour eux, et Makoto réalise que s'il n'accepte pas cela, l'une de ses sœurs pourrait être choisie à la place. Il accepte d'y aller, mais il a une condition, et Tsukuyomi affirme que Makoto n'a pas à s'inquiéter car il se débarrassera de tous les nombreux produits pour adultes qu'il a dans sa chambre, et en entendant cela, Makoto pense que Tsukuyomi est vraiment un dieu. Makoto signe ensuite le contrat et remet à Tsukuyomi une lettre à remettre à sa famille. Ensuite, Tsukuyomi accorde à Makoto un certain pouvoir, et la déesse tente de le convoquer de force dans son monde. Tsukuyomi dit à Makoto que la déesse qu'il est sur le point de rencontrer a beaucoup de problèmes, et il lui demande d'être patient avec elle. Makoto déclare qu'il le fera, et il est ensuite convoqué dans un autre monde. Il rencontre la déesse, et elle mentionne que les démons et les esprits de son monde sont incontrôlables, et elle lui demande de sauver ses humains. Elle remarque ensuite que Makoto est vraiment laid, et son attitude change complètement, elle lui demande de sortir de sa vue. Elle mentionne qu'elle a trouvé d'autres héros plus adaptés à son monde, et elle dit à Makoto qu'il peut vivre à la périphérie de son monde s'il le souhaite. Elle mentionne qu'elle ne veut pas lui donner de pouvoir, mais elle lui donnera la capacité de comprendre toutes les langues, sauf celles que les humains utilisent. Elle lui demande de ne pas répandre sa hideuse semence parmi ses humains, et elle le laisse tomber sur le monde. Ensuite, Makoto continue de tomber du ciel, mais il est sauvé par Tsukuyomi. Tsukuyomi mentionne qu'il ne s'attendait pas à ce que la déesse soit aussi violente, et il affirme qu'une chute de cette hauteur ne devrait pas tuer Makoto. Il explique que le monde dont Makoto vient était un endroit difficile sans la protection des dieux, et en raison de cela, sa puissance magique et son corps physique étaient soumis à une contrainte considérable. Après avoir été libéré de ce fardeau, il devrait être assez puissant dans ce monde, mais il peut encore mourir. Le corps de Tsukuyomi commence alors à clignoter, et il affirme que cette communication a consommé une grande partie de sa force, alors il devra dormir pendant plusieurs siècles maintenant. Il mentionne que Makoto n'a pas besoin d'agir comme le héros dans ce monde, car la déesse lui a retiré ce titre, et il lui dit qu'il est libre dans ce nouveau monde. Tsukuyomi disparaît ensuite, et Makoto tombe au sol. Après cela, il continue de marcher pendant des jours dans l'espoir de trouver une ville, mais même après plusieurs jours, il ne trouve rien. Il se demande s'il peut se déplacer sans nourriture ni eau parce qu'il est surhumain, et après quelques heures de plus de marche, il entend les pleurs d'une fille demandant de l'aide. Il se dirige vers le son et remarque une fille cochon attaquée par un monstre. Il combat le monstre et parvient à lui faire un trou d'un seul coup de pied. Cela tue le monstre, et cela terrifie la fille cochon. Elle tente de s'enfuir, mais Makoto l'arrête et se présente. La fille se demande comment un humain lui parle, et cela surprend aussi Makoto, mais il laisse faire. Il lui dit qu'il est quelqu'un de doux, et la fille n'a d'autre choix que de se rendre et de l'écouter, car il est trop fort. Makoto lui dit qu'il est perdu et se demande s'il y a des villages humains à proximité. La fille affirme que non, et elle mentionne que ce sont des terres désolées, à la limite du monde. Makoto pense que cela doit être l'œuvre de la déesse, et la fille se présente alors comme Emma, une ORC des hautes terres. Makoto lui demande si son village est dans les parages, et Emma affirme que non. Elle mentionne qu'elle se dirigeait vers la montagne divine pour s'offrir en sacrifice à Shine, le puissant dragon. Elle explique que depuis plusieurs années, son village est enveloppé dans un brouillard et que leurs récoltes ont cessé. Offrir des sacrifices fait disparaître le brouillard, et c'est à son tour de s'offrir maintenant. Elle mentionne qu'il y a une taverne à proximité où Makoto peut laver sa fatigue, et elle essaie de partir. Makoto pense qu'il aimerait sauver Emma, car elle semble être une fille gentille, mais s'il la sauve, elle pourrait devenir sa première héroïne. La scène passe ensuite à Makoto dans la taverne avec Emma, et il remarque qu'Emma utilise la magie. Il est surpris de savoir qu'elle peut utiliser la magie, et il lui demande de lui apprendre comment s'en servir. Emma accepte et lui montre un sort de feu appelé bride. Elle mentionne que l'incantation est la clé pour lancer la magie,
et Makoto parvient à lancer le sort du premier coup. Il le lance ensuite sur une cible après qu'Emma lui ait dit comment faire, et Emma est surprise de voir la puissance de son sort. Cela la fait se demander quel est le niveau de Makoto, et elle utilise un parchemin pour le vérifier. Tout le monde se rassemble pour voir quel est son niveau, et il découvre qu'il n'est qu'un humain de niveau 1. Tout le monde est déçu de voir cela, et Emma lui enseigne alors quelques autres sorts. Le lendemain matin, Emma découvre que Makoto a pris tout l'équipement et la liste des sorts qu'elle lui a donnés, et pour la remercier, il est parti affronter Shine. Ensuite, Makoto se rend à la montagne divine, et il pense qu'il aimerait discuter avec Shine, mais il pratique sa magie au cas où il aurait besoin de se battre. Il découvre qu'il peut utiliser des sorts sans incantation tant qu'il en a le ressenti, et il transforme son sort de feu en un arc. Il tire sur une porte au loin avec le sort, mais le sort est trop puissant et provoque une explosion. Il va vérifier et remarque un tas de monstres morts là-bas. Après avoir écouté un monstre à moitié mort, il découvre que ce sont eux qui menaçaient les orcs en utilisant le nom de Shine, mais la colère de Shine va devenir réelle maintenant, car Makoto a saccagé son domicile. Le monstre meurt alors, et un épais brouillard entoure la région. De ce brouillard émerge un dragon qui tente d'attaquer Makoto, mais ce dernier esquive chacune de ses attaques. Il pense que la brume restreint sa vision, mais il remarque qu'il peut toujours sentir où se trouve le dragon. Il se demande comment il peut faire cela, et il pense que cela doit être le pouvoir que Tsukuyomi lui a donné. Il attaque ensuite le dragon avec plusieurs sorts de feu, et l'un d'eux blesse le dragon. Le dragon est surpris d'être blessé par un sort de feu de si bas niveau, même s'il est résistant au feu, et Makoto le frappe, et le terrasse. Le dragon est toujours en vie, et il utilise son pouvoir pour piéger Makoto dans une barrière et lui montre une illusion. Makoto voit alors la scène de son entraînement avec son arc, et une fille nommée Asegawa lui avoue ses sentiments. Il essaie de la refuser, mais elle insiste toujours pour essayer de sortir avec lui, et Makoto pense que ce n'est pas ainsi que cela s'est passé. Il pense qu'il a fait pleurer Asegawa ce jour-là, et pendant ce temps, tout en voyant sa mémoire, le dragon découvre que Makoto vient d'un autre monde. Il remarque quelque chose dans sa mémoire, et cela suscite son intérêt. Makoto brise ensuite l'illusion en réalisant que c'est faux, et il pense qu'il commence à comprendre le pouvoir que Tsukuyomi lui a donné. Il explique qu'il peut créer une zone semi-circulaire autour de lui et manipuler l'espace à l'intérieur. Il peut l'utiliser pour se renforcer, et il brise la barrière du dragon. Le dragon pense qu'il ne ressent plus aucune hostilité envers Makoto, et il agit comme un chiot pour se rendre. Le dragon s'excuse pour l'illusion et lui demande de faire un contrat avec lui. Il explique qu'un contrat est un type spécial de magie qui accorde divers avantages lorsque les parties se font des serments mutuels, et cela renforce les deux parties impliquées. Makoto réfléchit à cela, et le dragon déclare qu'il est intéressé par les souvenirs de Makoto. Makoto se demande combien de ses souvenirs le dragon a vu, et le dragon déclare qu'un contrat serait bénéfique pour eux deux, et il gardera le silence sur ses souvenirs. Makoto accepte, et le dragon forme un contrat. Il ne peut former qu'un contrat 80-20 avec Makoto aux commandes, et le dragon se transforme ensuite en une fille habillée en samouraï. Makoto déclare qu'il espérait faire un tour sur le dragon, et Shine explique que dans un contrat à 80-20 comme le leur, l'être le plus faible prend l'apparence de l'être le plus fort. Makoto est surpris de savoir qu'il est plus fort, et en voyant à quoi ressemble Shine, Makoto réalise qu'elle est intéressée par ses souvenirs de drames historiques. Shine déclare ensuite qu'elle aimerait vérifier quelque chose avec Makoto, et elle lui parle du demi-plan, un endroit contrôlé par elle, et qu'ils ne peuvent y entrer que par des portes de brume. Ils entrent dans le demi-plan, et Makoto remarque un paysage magnifique à perte de vue. Shine est surprise de voir cela, et elle mentionne que son demi-plan devrait être un espace sombre et vide. Elle n'arrive pas à croire qu'il a tellement changé, et Makoto remarque des kakis dans le demi-plan. Il explique que c'est un fruit qui pousse dans son monde, et il remarque d'autres plantes ici qu'il reconnaît. Il utilise le pouvoir de Tsukuyomi pour découvrir la taille de cet endroit, et il découvre que c'est énorme, avec de la brume de tous côtés. Il pense que la déesse ne peut peut-être pas le déranger ici, si cet endroit ne peut être atteint que par des portes de brume, et s'ils peuvent construire une ville ici, alors ce serait comme une cité illusoire. Makoto se souvient alors que Shine n'avait rien à voir avec les sacrifices des Orcs des Hautes-Terres, et il déclare qu'il devrait se rendre dans leur village et dissiper le malentendu. Il quitte ensuite le demi-plan, et il remarque Emma à l'extérieur. Elle lui demande de ne pas combattre Shine, et elle découvre que Makoto a déjà vaincu Shine et conclut un pacte avec elle, où Makoto est dominant. Shine donne alors à Emma quelques-unes de ses écailles qui sont tombées pendant le combat, et cela la convainc qu'elle est vraiment Shine. La scène passe ensuite à Makoto et Shine dans le village ORC,
et après avoir dissipé le malentendu, ils font la fête. Emma remercie Makoto pour tout ce qu'il a fait pour leur village, et Makoto lui dit de ne pas y penser, car elle lui a appris à utiliser la magie. Pendant ce temps, Shine raconte au chef des Ors que Makoto a vengé leur fille sacrifiée, et le chef des Ors déclare qu'ils aimeraient le remercier d'une manière ou d'une autre. Shine propose quelque chose, et elle se demande s'ils aimeraient vivre dans une terre riche et fertile. Le lendemain, Makoto remarque que tous les Ors ont emballé leurs affaires, et il se demande ce qui se passe ici. Shine lui dit qu'il déménage dans son demi-plan, et Makoto lui demande ce qu'elle a fait pendant la nuit. Shine mentionne que Makoto a dit qu'il voulait construire une ville dans le demi-plan, et elle ajoute qu'elle y a également ajouté une variété de créatures. Makoto se demande s'il y a des bêtes féroces parmi elles, et une petite fille qui ressemble à Shine déclare que Makoto n'a pas à s'inquiéter, car elle va protéger tout le monde. Makoto se demande si c'est l'enfant de Shine, et Shine explique que ce n'est qu'un de ses fragments, et Makoto est surpris de savoir que Shine peut se cloner. Makoto demande ensuite aux Ors s'ils sont sûrs de leur décision, et après avoir découvert qu'ils le sont, Shine absorbe tout leur village dans le demi-plan. Elle mentionne que les Ors vont être les premiers résidents du demi-plan, et Makoto se demande si elle va faire vivre tout le monde qu'ils rencontrent dans le demi-plan. Plusieurs jours passent, et nous voyons que les Ors se sont installés dans le demi-plan. Nous voyons Makoto pratiquer la magie, et il découvre qu'il a la plus grande affinité pour l'eau. Il explique qu'il peut utiliser tous les éléments sauf le vent, et nous voyons que pendant que Makoto s'entraîne, Shine regarde des drames historiques. Shine essaie d'extraire le prochain épisode du cerveau de Makoto, mais Makoto l'arrête. Shine déclare qu'elle n'a rien d'autre à faire car Makoto ne fait que s'asseoir et pratiquer la magie, et Makoto mentionne que c'est parce que Shine l'empêche de travailler, car il est le maître de cet endroit. Il se demande pourquoi il est le maître, et Shine déclare que c'est parce qu'il est son maître. Makoto ordonne ensuite à Shine de ne plus regarder de drames historiques en tant que maître de ce lieu, et Shine pense que cela doit être gênant pour Makoto de ne pas pouvoir se déplacer pendant qu'elle regarde ses souvenirs, et elle part chercher des matériaux pour construire quelque chose semblable à une télévision. Makoto remarque alors que Shine a laissé ses souvenirs flotter dans l'air, et il voit la photo de sa famille dans l'un des souvenirs. Il pense qu'il prenait une photo de famille chaque année, mais il ne pourra plus le faire. Il se souvient ensuite que ses parents sont originaires de ce monde, et il pense qu'il devrait essayer d'en savoir plus sur eux. Il pense qu'il fera de cela son objectif principal, et il pense qu'il devrait commencer par se rendre dans un village humain. Nous voyons ensuite une araignée nommée le Black Disaster attaquer un nain, et pendant ce temps, Makoto va faire un tour dans le demi-plan. Il remarque que les Ors ont du mal à couper certains arbres robustes pour dégager une zone ou construire une maison pour lui. Il leur dit qu'il va s'occuper de cela, et il utilise le pouvoir que Tsukuyomi lui a donné pour renforcer sa lame. Il mentionne qu'il a nommé ce pouvoir Kai, et il utilise sa lame pour couper l'arbre, aussi facilement que du beurre. Il renforce ensuite son corps pour le déplacer du chemin, et il remarque qu'un des Ors est blessé. Il utilise Kai pour conférer des propriétés curatives à sa blessure, et cela le guérit. L'ORC est surpris que Makoto puisse le guérir sans dépenser de mana, et Makoto réalise que Kai n'épuise pas le mana. Il remarque ensuite qu'il s'est blessé avec l'épée courte également, et il essaie de se guérir avec son Kai, mais cela ne fonctionne pas. Il découvre qu'il ne peut pas utiliser la propriété curative de Kai sur lui-même, et il pense que ce n'est pas bon car il ne peut pas non plus utiliser la magie curative. Shine revient ensuite, et Makoto remarque qu'elle a un nain dans ses bras. Il lui demande ce qui se passe, et Shine explique que le demi-plan a été attaqué par une créature particulière. Elle remarque que Makoto est blessé, et elle mentionne que l'odeur de son sang attirera la créature ici. Le Black Disaster de tout à l'heure arrive alors, et il attaque Makoto. Shine laisse le combat à Makoto en lui disant qu'elle transporte une personne blessée, et Makoto esquive ses attaques. Il se demande ce qu'est cette chose, et le nain explique que c'est l'araignée noire du désastre, une créature ancienne, tourmentée par une faim éternelle. Shine déclare qu'elle l'a combattue auparavant, et il s'est retiré après l'avoir blessée. Makoto pense que lui infliger des dégâts peut le faire battre en retraite à nouveau, et il utilise son épée courte pour combattre l'araignée. Il tranche ses membres, mais il se régénère presque instantanément. Il charge ensuite un sort de feu dans l'air, et pendant ce temps, il combat l'araignée avec son épée courte, à laquelle il a accordé la propriété du feu. L'araignée continue de se régénérer, et Makoto utilise ensuite le sort de feu qu'il a laissé dans l'air pour la vaporiser, mais l'araignée absorbe l'attaque pour se soigner. L'araignée attaque ensuite Makoto, et elle parvient à le poignarder. Elle boit le sang de Makoto, et Makoto se met en colère en la voyant savourer son sang comme une délicatesse. Il attaque ensuite l'araignée avec des sorts de feu continus, comme une mitrailleuse,
et Shine pense que seules les personnes avec un mana immense peuvent le faire. Elle réalise que Makoto se retenait pour le bien du demi-plan, et Makoto attaque ensuite l'araignée avec une flèche d'eau. Il s'évanouit ensuite, et nous voyons que l'araignée est toujours en vie et capture Makoto. Elle le serre dans ses bras, et Shine est surprise de voir cela. L'araignée mentionne que le sang de Makoto est trop délicieux, et elle ne le laissera jamais partir. Il attaque ensuite l'araignée avec des sorts de feu continus, comme une mitrailleuse, et Shine pense que seules les personnes avec un mana immense peuvent le faire. Elle réalise que Makoto se retenait pour le bien du demi-plan, et Makoto attaque ensuite l'araignée avec une flèche d'eau. Il s'évanouit ensuite, et nous voyons que l'araignée est toujours en vie et capture Makoto. Elle le serre dans ses bras, et Shine est surprise de voir cela. L'araignée mentionne que le sang de Makoto est trop délicieux, et elle ne le laissera jamais partir. Shine libère Makoto, et nous voyons que Shine connaît l'araignée, et elle lui dit qu'elle est Shine, la dragonne. L'araignée se demande quelle est la relation de Shine avec cet humain, et Shine déclare qu'elle est sa servante. Shine déclare ensuite que l'araignée devrait conclure un contrat avec cet humain, si elle veut rester avec lui, et l'araignée déclare qu'elle aurait besoin du consentement de Makoto pour cela. Shine mentionne qu'ils peuvent l'obtenir plus tard, et ils effectuent le rituel. La scène passe ensuite à Makoto qui se réveille, et il remarque une étrange fille à côté de lui, qui lui offre son corps et son âme. La fille explique alors à Makoto qu'il a été guéri par Shine et Emma, et Makoto lui demande qui elle est. La fille déclare qu'elle est l'araignée noire et qu'elle a acquis cette forme grâce à leur contrat. Makoto pense que les contrats nécessitent le consentement des deux parties, et Shine arrive alors. Makoto lui demande comment il a conclu un contrat sans le savoir, et Shine lui dit que c'est mieux que d'être suivi par une araignée. Le nain que Shine a sauvé plus tôt essaie alors de parler à Makoto, et Shine lui explique que c'est un nain aîné, membre d'une sous-race ancienne de nains qui produisait des artefacts célèbres, sacrés et nobles. Le nain se présente sous le nom de Beren et remercie Makoto d'avoir vaincu l'araignée noire et sauvé leur village. Il mentionne qu'on lui a dit que la malédiction de la femme araignée a maintenant été levée, et sa véritable forme a été restaurée. Makoto réalise que Shine a menti au nain pour des raisons de commodité, et le nain lui demande ensuite de les laisser s'installer sur cette terre. Makoto accepte rapidement, et Shine mentionne qu'ils ont certaines conditions. Elle déclare qu'ils doivent aider à planifier la ville, fournir des armements et, à l'avenir, payer des impôts sur leurs terres. Elle déclare qu'ils doivent également considérer le maître comme leur seigneur, et le nain déclare qu'il n'a aucune objection, mais cela lui prendra 2 jours pour convaincre son peuple et les amener ici. Shine lui donne alors quelques-unes de ses écailles, et le nain pense qu'il n'aura aucun problème à convaincre les artisans avec cela. La scène passe ensuite à Makoto dans les terres désolées, et il déclare qu'il passe plusieurs heures chaque jour à rechercher des établissements humains afin de retracer le chemin de ses parents. Il remarque ensuite un village humain et tente de s'y rendre, mais Shine l'arrête et mentionne qu'elle a une demande importante à faire. Makoto retourne dans le demi-plan en entendant cela, et Shine lui demande ensuite de les nommer tous les deux. Elle déclare que sans nom, les habitants du demi-plan ne savent pas comment les appeler, et Makoto ne peut pas croire qu'ils l'ont convoqué ici pour une affaire aussi insignifiante. Il nomme ensuite Shine Tomoa et l'araignée noire Mio. Ils sont tous deux heureux d'avoir leur nouveau nom, et la scène les montre annonçant leur nom à une assemblée de tous les habitants du demi-plan. Ils décident également comment ils vont appeler Makoto à partir de maintenant, et après un vote, ils optent pour le jeune maître. Mio déclare ensuite que de nouvelles espèces ont rejoint leur demi-plan, et Beren présente ensuite le chef des nains aînés, Eld. Elle déclare que pour un humain, Makoto est vraiment puissant, car il est capable de commander Tomoa et Mio, et il se demande si Makoto a été chargé d'une mission par la déesse. Makoto déclare qu'il n'accepterait jamais une mission d'elle, et Eld est ravi d'entendre cela, car leurs opinions diffèrent également de celles de la déesse. Il mentionne que servir Makoto sera intéressant, et Tomoa présente ensuite ses disciples, les lézards de brume. Elle déclare qu'ils sont une espèce puissante avec des attributs d'eau et de vent, et Makoto mentionne qu'il ne savait pas qu'elle avait des disciples. Tomoa déclare qu'elle en a pas mal, et Mio présente ensuite ses disciples appelés Alkei. Elle mentionne qu'ils ne pouvaient échapper à leur fin, mais après avoir reçu son essence, ils ont repris leurs esprits. Makoto se demande ce qu'elle entend par essence, et Mio explique qu'elle parle de son sang. Mio dit ensuite à ses disciples de ne pas manquer de respect à Makoto, sinon elle les mangera. Makoto demande ensuite à Tomoa et aux autres de gérer le reste, et il part pour la ville humaine qu'il vient de trouver. Il remarque une belle fille autour de la ville et tente de lui parler, mais elle s'enfuit à sa vue en l'appelant un monstre. Cela surprend Makoto, mais il essaie quand même d'aller dans la ville humaine,
et il remarque que tout le monde là-bas s'est préparé pour la bataille. Il lui demande de quitter ce village, mais Makoto ne comprend pas ce qu'ils disent. Ils ouvrent le feu sur lui, et Makoto se retire tout en utilisant le kai défensif pour se protéger. Il se demande pourquoi il ne peut pas les comprendre, et il se souvient que la déesse lui a donné la capacité de comprendre toutes les langues, sauf celle des humains. La scène passe ensuite à Makoto dans le demi-plan, et il est déprimé après avoir expliqué sa situation aux autres. Emma arrive là-bas et lui demande ce qui s'est passé. Makoto lui dit qu'il est incapable de comprendre la langue humaine, et Emma lui dit que leur langue s'appelle le commun, et Makoto découvre qu'Emma, Tomoa et Mio peuvent parler cette langue. Makoto pense que ne pas pouvoir communiquer n'est pas une raison pour attaquer quelqu'un, et Tomoa lui dit que le problème n'est pas la langue, mais le mana qu'il émet tout le temps. Emma déclare qu'il émet tellement de mana que cela déforme la zone autour de lui. Makoto se demande à quoi il ressemblait pour ces humains, et Tomoa déclare qu'ils auraient pensé que plusieurs rois démons étaient apparus devant eux en même temps. Makoto pense que c'est mauvais, et Emma lui dit qu'il peut supprimer son mana et explique comment. Makoto essaie, mais même en supprimant son mana, cela ne change rien, car il en a trop. Makoto pense que ce n'est pas une raison suffisante pour abandonner, et il mentionne qu'il va apprendre le commun et acquérir un équipement pour supprimer son mana. Il déclare qu'il aura également besoin d'un masque, car ils ont vu son visage, et une semaine passe alors qu'il apprend à écrire la langue, mais le vocabulaire lui pose toujours problème. Après une semaine supplémentaire, un nain lui apporte une bague maudite qui peut absorber le mana, mais la bague se casse dès que Makoto la met. Le nain déclare qu'il devra augmenter la capacité de stockage, et un mois passe. Makoto a toujours du mal à prononcer le commun, car sa voix sonne bizarre quand il parle, et il pense peut-être utiliser la magie pour communiquer par écrit. Le nain revient avec une autre bague, et il mentionne que son nom est Dropnir. Il déclare qu'elle absorbe et comprime le mana, et lorsque sa couleur passe du blanc au rouge, cela signifie qu'elle a atteint sa limite, et il devrait la retirer. Makoto remarque que la bague fonctionne bien, et il essaie de visiter la ville humaine une fois de plus, et cette fois-ci Mio et Tomoa l'accompagnent. Makoto remarque que Mio porte des vêtements différents, et il la complimente, ce qui la fait rougir. Ils entrent ensuite dans la ville avec un chariot rempli de fruits, et ils disent aux gardes qu'ils transportent des fruits. Makoto entre alors dans la ville, et on voit quelqu'un le surveiller. Il vérifie ensuite le marché, comme il l'a dit aux gardes qu'il est le fils d'un riche marchand, et cela aurait l'air étrange s'il ne le faisait pas. Il remarque que tout le monde dans la ville est vraiment beau, et il pense que le monde est vraiment cruel. Ils se rendent ensuite dans une guilde pour s'inscrire, et la réceptionniste pense que Makoto a l'air suspect. Mio et Tomoa lui expliquent que Makoto a été maudit pendant son voyage, et à cause de la malédiction, il ne peut pas enlever son masque ni sa bague, et il ne peut pas parler non plus. Makoto dit bonjour en écrivant, et la réceptionniste explique comment fonctionne la guilde. Elle explique que les emplois dans leur guilde sont classés par difficulté, et ils peuvent augmenter leur rang en accomplissant des emplois. Tout le monde commence au rang E, et Mio réalise qu'ils ne peuvent choisir que des emplois de rang inférieur. La réceptionniste mentionne qu'il y a aussi des emplois de rang spécial, et n'importe qui peut les prendre. Parfois, accomplir un emploi de rang spécial peut également augmenter leur rang, et parfois les clients demandent également un aventurier spécifique par son nom, et les aventuriers reçoivent des récompenses pour avoir accompli ces emplois, mais leur rang reste inchangé. La réceptionniste demande ensuite à Makoto s'il est inscrit à la guilde des marchands, en tant que fils d'un marchand, et Makoto est surpris qu'il y ait une guilde des marchands, et il mentionne qu'il a perdu sa carte d'inscription. La réceptionniste déclare qu'ils ne peuvent l'obtenir de nouveau qu'à la ville éloignée de Sige, et Makoto remarque alors que l'aventurier de plus haut rang dans cette ville est Miles, dont le rang est SS et le niveau est 444. Les réceptionnistes mesurent ensuite le niveau de Tomoa et Mio, et tout le monde est surpris de découvrir que Tomoa a un niveau de 1320 et Mio a un niveau de 1500. Tomoa est surprise que Mio ait un niveau plus élevé qu'elle, et cela la dérange. La réceptionniste leur dit qu'elles ont le niveau le plus élevé de toute la guilde des aventuriers, et les deux s'inscrivent alors. Tomoa demande à la réceptionniste qui est l'aventurier de rang supérieur après eux, et la réceptionniste lui dit que c'est une aventurière nommée Sophia Bulga, et elle a aussi tué le grand dragon appelé Lancé. Elle a un niveau de 920, et son rang est triple S, et Makoto mesure ensuite son niveau, mais il découvre qu'il a toujours un niveau de 1, et tout le monde dans la guilde est déçu de voir cela. Le groupe loue ensuite une chambre dans une auberge, et Tomoa dit à Makoto que les prix des biens dans cette ville sont inhabituels. Makoto déclare qu'elle a raison, et une seule boisson coûte plusieurs pièces de cuivre. Les matériaux et la nourriture sont également assez chers,
et Tomoa est excité à l'idée qu'il pourrait y avoir le mal qui rôde ici. Makoto déclare ensuite qu'il devrait manger quelque chose, et il dit à Tomoa de surveiller leurs biens pendant leur absence. Il lui dit qu'ils sont suivis, et Tomoa est surprise qu'il l'ait remarqué. La scène coupe alors à Tomoa gardant la cargaison, et certaines personnes viennent voler la cargaison. Pendant ce temps, Makoto et Mio rencontrent une fille en revenant d'un restaurant, et Mio demande à la fille ce qu'elle veut. Elle a l'air un peu menaçante, et Makoto s'excuse alors de l'avoir effrayée, et il lui demande ce qu'elle fait ici. La fille déclare qu'elle a une demande, et elle serre Makoto en pleurant. Makoto mentionne qu'ils devraient la ramener avec eux, et on voit quelqu'un les surveiller de loin. La scène coupe ensuite à la fille à l'auberge avec Makoto, et elle se présente comme Rhéanon, et elle explique qu'elle voyageait avec sa sœur. Ils se sont arrêtés dans cette ville, et sa sœur est partie chercher du travail, et elle a disparu depuis. Makoto lui demande quand elle a vu sa sœur pour la dernière fois, et la fille déclare que c'était il y a un mois. Elle déclare qu'elle a aussi été expulsée de la maison qu'il louait, et Makoto pense que cette ville est vraiment louche. Ensuite, on voit certaines personnes essayer de voler la cargaison de Makoto, et Tomoa s'en occupe facilement. Elle sous-estime sa propre force et finit par tuer la plupart d'entre eux. Elle parvient à capturer l'un des voleurs, et elle le ramène à Makoto. Makoto lui crie dessus pour avoir fait un gâchis dans les rues, et il mentionne qu'elle devrait remercier Mio d'avoir disposé des cadavres. Makoto découvre ensuite que la captive est une femme, et il continue à réprimander Tomoa, mais Rhéanon vient là, et Makoto laisse Tomoa tranquille. Makoto explique à Tomoa ce qu'est cet enfant, et Rhéanon remarque que Makoto peut parler, mais sa voix lui semble totalement incompréhensible. Makoto écrit ensuite pour lui dire de manger de la nourriture qu'ils ont dans la pièce voisine, et d'aller se coucher, et Rhéanon lui montre la photo de sa sœur. Elle s'en va ensuite, et en voyant la photo, Makoto prend un air sérieux. Ensuite, Mio retourne dans la pièce, et elle remarque que Makoto consulte les souvenirs de la fille captive. Elle remarque qu'il est plus sérieux que d'habitude, et Makoto mentionne que ses voleurs étaient à la guilde plus tôt, et ils sont aussi liés à Rhéanon. Makoto déclare qu'il a trouvé l'emplacement approximatif de la sœur de Rhéanon à partir des souvenirs de la fille, et il demande aux deux autres d'y aller. Mio mentionne qu'il n'y a pas besoin de se dépêcher car ils ne savent pas si la sœur de Rhéanon est en vie, et Makoto leur demande de se dépêcher. Voyant son air sérieux, elles partent à la recherche de la fille immédiatement, et Makoto pense que s'il allait la chercher lui-même, il ne pourrait pas rester calme. On voit ensuite que la sœur de Rhéanon ressemble beaucoup à Hasegawa, et cela explique l'air sérieux de Makoto. Ensuite, Mio parle de la façon dont l'expression de Makoto a changé en parlant de la dame sur la photo, et elle se demande si cette fille est une connaissance de la sienne. Tomoa déclare que Makoto n'a pas une seule connaissance dans ce monde, car elle a vu dans ses souvenirs, et Mio devient jalouse en entendant cela. Elle pose toutes sortes de questions personnelles sur Makoto à Tomoa, mais Tomoa déclare qu'elle devrait découvrir tout cela en établissant une relation de confiance avec Makoto. Tomoa déclare ensuite qu'il devrait se dépêcher de sauver cette fille, sinon leur maître sera coincé dans cet état intense pendant un certain temps. Le lendemain, Makoto va vendre les fruits qu'il a apportés, et il dit à Rhéanon de ne pas s'inquiéter car il laisse les deux autres s'occuper du cas de sa sœur. Rhéanon le remercie, et elle ne peut pas croire que Makoto ne peut pas conduire une voiture même s'il est le fils d'un riche marchand. Makoto félicite Rhéanon d'être capable de conduire une voiture à un si jeune âge, et il mentionne que sa sœur doit apprécier une sœur plus jeune et brillante comme elle. Rhéanon se souvient ensuite du moment où ils sont venus pour la première fois dans la ville, et à l'époque, ils étaient toujours endettés. En raison de cela, sa sœur a entrepris une mission d'aventure dangereuse, et elle a échoué. Elle a ensuite demandé à Rhéanon de quitter cette ville, mais lorsque Rhéanon a essayé de le faire, elle a été capturée par les collecteurs de dettes. Par ailleurs, nous voyons la sœur de Rhéanon dans une pièce sombre, et elle pense que sa famille est composée d'aventuriers depuis des générations. L'un de leurs parents a été autrefois vaincu par un monstre, et ils ont perdu leur épée familiale précieuse. Afin de restaurer l'honneur de sa famille, elle s'est aventurée dans les terres désolées, mais elle n'a rien pu faire. Tomoa et Mio parviennent ensuite à localiser la sœur de Rhéanon, et elle remarque qu'elle est vraiment faible, et elle pense qu'elle a peut-être été utilisée comme cobaye dans des expériences. Mio la soigne, et elles essaient de partir avec elle, mais elles sont arrêtées par Miles, l'aventurier le plus fort de la ville de Zetsuya. Pendant ce temps, Makoto vend les fruits, et il ne peut pas croire qu'il a obtenu 500 pièces d'or pour cela. Il retourne ensuite à l'auberge, et Rhéanon remarque quelqu'un dans les environs, et elle part en disant à Makoto qu'elle a oublié quelque chose chez elle.
Makoto devient méfiant à son égard car elle lui a dit qu'elle avait été expulsée de chez elle, et il utilise le Kai d'investigation pour voir où elle va réellement. Il remarque qu'elle rencontre des hommes, et elle leur donne des informations sur les mouvements de Makoto. En les écoutant, Makoto découvre que les hommes qui ont attaqué Tomoa la nuit dernière appartenaient à leur groupe, et Rhiannon dit aux hommes que Makoto a vendu des fruits étranges et a obtenu 500 pièces d'or pour cela. L'un des hommes lui demande de voler ces pièces d'or, et Rhiannon lui dit qu'elle ne veut pas voler, mais l'homme lui dit que cela serait suffisant pour régler la dette de sa sœur, et elle serait enfin libre. Rhiannon ne veut toujours pas faire cela, mais elle accepte en sachant que sa sœur serait libre après cela. De l'autre côté, Tomoa et Mio découvrent que Miles est le chef de ce groupe, et il laisse les autres faire son sale boulot tout en faisant semblant d'être un héros. Les membres du groupe de Mille se souviennent avoir vu les deux filles à la guilde plus tôt, et ils pensent que ces filles doivent simuler leur niveau, car elles ne peuvent pas avoir des niveaux supérieurs à 1000. Mille demande aux deux filles de les rejoindre, et elles pourront avoir tout l'argent et la gloire qu'elles veulent. Les filles refusent, et Mille pense qu'elles doivent essayer d'être fidèles à cet homme masqué, et il parle mal de Makoto. Cela rend les filles en colère, et elles attaquent toutes les 2000, mais il bloque leur attaque avec un bouclier appelé le Clé Aegis. La sœur de Rhiannon, Toa, perd espoir en voyant ce bouclier, et en étant assise à l'extérieur de l'auberge, Rhiannon pense qu'elle ne peut pas voler à Makoto. Le propriétaire de l'auberge la remarque ensuite, et il lui dit de sortir d'ici, car elle nuit aux affaires, mais Makoto l'arrête, et il mentionne que cette fille est une amie chère à lui. Entendant cela, Rhiannon s'excuse auprès de Makoto, et Makoto pense qu'il ne laissera pas ses gars s'en sortir après avoir poussé cette fille si loin. Pendant ce temps, Tomoa et Mio prennent la lutte contre Mille au sérieux, et elles parviennent à éliminer tout leur groupe en quelques secondes, et le Clé Aegis ne s'avère pas être un problème pour elles. En combattant, elles libèrent toutes les personnes retenues captives par Mille, et leur pouvoir cause des dégâts généralisés à la zone environnante. Tomoa et Mio se battent alors pour savoir qui a tué le plus d'hommes, et elles font ensuite un spectacle de leur pouvoir, et elles finissent par détruire toute la ville dans le processus. Ensuite, Rhiannon vient là, et elle retrouve sa sœur Toa, et la scène coupe aux sœurs remerciant Makoto de les avoir sauvées. Après cela, le soulagement de la tension fait s'endormir les deux sœurs, et Makoto lance Tomoa et Mio par la fenêtre avec l'aide d'un arc, pour les punir d'avoir détruit la ville. La scène coupe ensuite sur Makoto se dirigeant vers le village de Sige avec les aventuriers qu'ils ont sauvés de Miles, et ils arrivent à une base après avoir quitté Zetsuya. Ils informent le personnel sur place que la ville de Zetsuya a été détruite par des monstres et que les habitants ont réussi à s'échapper, mais qu'il ne reste aucune trace de la ville. Makoto explique que grâce au pouvoir de Tomoa, ils ont pu altérer les souvenirs des aventuriers avec eux, à l'exception de Toa et de Rhiannon. Le personnel leur demande alors si les monstres sont toujours dans la ville, et ils lui expliquent que les monstres ont été chassés par ces deux filles. Ils lui disent qu'elles ont toutes deux un niveau supérieur à 1000, et la réceptionniste peine à le croire. Makoto lui dit qu'ils se sont inscrits à la guilde à Zetsuya, et la réceptionniste mentionne que Zetsuya a dû être détruite avant de partager leurs informations avec eux, alors ils devront se réinscrire à Sige. Cela contrarie Makoto, et il parle à Tomoa. Il mentionne que cela n'est arrivé que parce qu'elle a eu un concours de force avec Mio, et il pense qu'elle semblait contrariée par le fait que Mio avait un niveau plus élevé qu'elle. Makoto lui parle ensuite de l'errance du chevalier, et il explique que les samouraïs erraient autrefois dans des terres difficiles pour perfectionner leurs compétences. Tomoa mord à la meçon, et elle demande la permission de Makoto de partir en errance chevaleresque pour augmenter son niveau. Makoto le lui permet, et elle part. Mio pense que puisque Tomoa ne sera pas avec eux pendant un certain temps, elle peut avoir le jeune maître pour elle seule, mais ensuite nous voyons que Makoto voyage toujours avec les autres aventuriers. Pendant leur voyage, ils rencontrent des abeilles rouges, et Mio s'en occupe facilement, et les autres sont surpris de voir à quel point elle est forte. Makoto déclare qu'ils devraient avancer, et Toa mentionne qu'ils devraient d'abord récupérer des matériaux des monstres qu'ils ont tués, car ils sont précieux. Makoto le permet, et ils rassemblent tous les matériaux précieux. Ils continuent ensuite leur voyage, rencontrent des monstres en chemin, et Mio les bête tous avec l'aide des autres. Ensuite, nous voyons qu'ils sont sur le point d'atteindre Sige, et Toa déclare qu'ils ont rassemblé beaucoup de matériaux. Elle se demande si Makoto a déjà envisagé d'offrir des services de transport à la Kusunoha Trading Company, et Makoto explique que c'est ainsi qu'il a nommé sa compagnie. Il rencontre ensuite des monstres rares appelés Ruby Eyes, et Makoto essaie de dire à Mio de s'en occuper, mais les autres aventuriers lui demandent de ne pas détruire les parties précieuses du monstre, et Mio demande plutôt à Makoto de le faire, car se retenir serait ennuyeux. Makoto accepte, et Toa lui dit que la partie faible des Ruby Eyes est leur abdomen,
mais qu'il est difficile de les toucher. Makoto tire alors sur tous les Ruby Eyes à l'abdomen avec son arc, et les autres sont surpris de voir cela, car Makoto n'a qu'un niveau de 1, et l'elfe avec eux se demande si son arc a un genre d'effet de visée. Il rassemble ensuite les matériaux des Ruby Eyes, et Makoto est déçu de voir qu'ils ne s'intéressent même pas à lui. Ils parviennent à collecter 12 Ruby Eyes, puis se dirigent vers Sigay. La scène coupe à Makoto s'inscrivant à nouveau à la guilde des aventuriers, et il remarque qu'il a toujours un niveau de 1. Mio veut aussi s'inscrire, mais Makoto lui demande de s'abstenir car cela va faire bouder Tomoa à nouveau. Makoto vérifie ensuite les quêtes, et il remarque que presque toutes sont de rang A ou B+. Il remarque ensuite une quête de rang spécial, et il pense qu'il devrait pouvoir l'accepter quel que soit son rang. Il remarque que la quête vient de la Rembrandt Trading Company, et il recherche des yeux de Ruby Eyes. Toa vient alors là, et Makoto lui dit qu'il devrait diviser les parties du monstre qu'ils ont collectées. Il prend les yeux des Ruby Eyes, et il laisse aux autres le soin de se partager le reste. Toa mentionne ensuite que c'est la fin de leur voyage, et Makoto déclare qu'ils devraient célébrer cela avec un repas ensemble. Ils échangent ensuite des contacts par carte, et Toa déclare qu'elle dira à Makoto quel restaurant choisir. Makoto explique que les cartes de guilde de ce monde sont vraiment high-tech, et ils peuvent les utiliser pour contacter d'autres aventuriers. Ils ont également des cartes de ville, une encyclopédie des monstres et des contenus payants supplémentaires. La scène coupe ensuite sur Makoto retrouvant les autres dans un restaurant, et il s'enthousiasme en voyant que le restaurant propose le plat classique de viande sur l'os. Ils trinquent tous pour célébrer leur voyage et leur rencontre, et Makoto mange la viande sur l'os en pensant que c'est vraiment délicieux. Il présente ensuite les aventuriers, expliquant que le blond s'appelle Azal et qu'il est alchimiste, l'elfe est tireuse d'élite et s'appelle Louisa. Le nain de leur groupe s'appelle Era Anina et est une prêtresse chevalière. Elle mentionne que Makoto doit être fort car il peut utiliser cet arc avec tant d'habileté, et elle le met au défi dans un bras de fer. Makoto accepte et bat Era Anina facilement. Makoto mentionne ensuite que Toa est une voleuse sombre, et ils continuent leur fête. Toa découvre ensuite que Makoto envisage de prendre un travail de la Rembrandt Trading Company, et elle lui demande d'être prudent car elle a entendu beaucoup de rumeurs inquiétantes à leur sujet. Elle mentionne que de mauvaises choses arrivent à ceux qui acceptent un travail d'eux, et après la fête, Makoto part pour apporter les yeux des Ruby Eyes de la charrette, car quelqu'un pourrait les voler, et il demande à Mio de l'attendre à l'auberge. Mio pense qu'ils n'ont pas eu de nouvelles de Tomoa tout ce temps, et ce soir ils n'ont qu'une seule chambre. Cela signifie qu'elle sera seule avec Makoto, mais elle remarque qu'il y a 2 lits dans la chambre. Elle essaie d'en enlever un, mais Makoto revient avec les yeux des Ruby Eyes avant qu'elle ne puisse le faire. Il mentionne qu'il devrait retourner au demi-plan demain, car Emma pourrait avoir entendu quelque chose de Tomoa, et Mio s'attend à ce qu'il fasse un geste, mais il va se coucher. La scène coupe ensuite sur Makoto entrant dans le demi-plan le lendemain matin, et il déclare qu'il peut maintenant créer des portes de brume stables. Emma et Fragment le saluent de retour, et Emma lui fait ensuite un rapport sur la situation dans le demi-plan. Elle mentionne que les alquets s'installent dans les montagnes, et les ors et les lézards de brume les aident. Les nains travaillent sur la construction et les réparations, et ils fabriquent également des équipements pour que Makoto les teste. Certains des lézards de brume défrichent également des terres agricoles et gardent le village, et les ors sont occupés à construire une résidence pour Makoto. Makoto remarque alors qu'ils lui construisent une grande maison, et Fragment explique que c'est là qu'ils tiendront leur réunion, donc elle doit être grande. Emma déclare qu'ils utilisent ses souvenirs comme référence pour cela, et Makoto explique que Tomoa a utilisé ses pouvoirs pour sauver une partie de ses souvenirs afin qu'ils puissent être consultés plus tard. Makoto demande ensuite à Emma si elle a entendu quelque chose de Tomoa, et Emma déclare qu'elle n'a rien entendu. Fragment n'a pas non plus de ses nouvelles, et Eld arrive alors. Il mentionne qu'il aimerait que Makoto jette un œil à quelque chose, et il l'emmène dans un atelier, et il lui montre une armure. Makoto ne les aime pas, car il serait étrange qu'un commerçant porte une armure complète, et il remarque une veste avec un pantalon assorti. Il découvre que cela a été fait par Rogui, celui qui a fabriqué Dropnir, et Rogui explique que cette armure protectrice absorbe des quantités spécifiées de mana et offre à la fois une défense physique et magique. Makoto l'enfile, et Rogui lui dit d'imaginer changer la doublure rouge intérieure par la doublure bleue extérieure. Makoto le fait, et Rogui explique que le rouge privilégie la mobilité par rapport à la défense, et Makoto l'essaie. Il aime ça, mais la veste se déchire. Rogui explique qu'elle a atteint sa limite d'absorption de mana, et il mentionne qu'il devra en faire une meilleure. Par la suite, Makoto découvre que les alquets peuvent maintenant se transformer en formes humaines, et Mio déclare qu'elle les a entraînés à cela.
La scène passe ensuite à Makoto se rendant à la Rembrandt Trading Company, où il rencontre le propriétaire, Patrick Rembrandt. Pendant ce temps, à la guilde, un aventurier s'informe sur la personne qui a accepté le travail de la Rembrandt Trading Company, et il part après avoir découvert les détails. De retour à la société de négoce, Patrick demande à Makoto depuis combien de temps il est dans cette ville, et Makoto déclare qu'il est arrivé hier seulement. Patrick pense que c'est pourquoi il ne le connaît pas, et Makoto déclare qu'il n'est qu'un aventurier de rang E, et il est également de niveau 1, donc cela n'est pas surprenant. Il mentionne que c'est son premier emploi et qu'il envisage éventuellement de créer sa propre entreprise. Patrick pense alors que Makoto est simplement là pour gagner les faveurs de sa société pour son entreprise, car un aventurier de son niveau ne peut pas vaincre les Ruby Eyes. Makoto pense que c'est la réaction qu'il attendait, et il montre 2 Ruby Eyes à Patrick. Patrick est surpris de voir qu'ils sont réels, et il s'excuse d'avoir douté de Makoto. Makoto lui demande pourquoi il a besoin de ses yeux, et Patrick mentionne qu'il en a besoin pour produire de l'ambroisie, le remède magique pour toutes les maladies. Il explique que sa femme et ses filles souffrent d'une maladie maudite, et il a besoin de ce médicament. Il explique qu'une maladie maudite est un type de malédiction causée par un rituel de sorcier, et le majordome de Patrick mentionne que la dame de la maison et ses filles sont atteintes d'une maladie maudite de niveau 8. La seule chose qui peut les guérir est l'ambroisie. Patrick déclare qu'ils ont réussi à capturer le sorcier, mais il ne leur a dit que le niveau de la maladie maudite avant de mourir. Makoto déclare qu'il peut les aider à fabriquer le médicament car il connaît un alchimiste, et Patrick est ravi d'entendre cela. Patrick déclare ensuite qu'ils ont besoin de plus de Ruby Eyes, car 2 d'entre eux ne peuvent faire un médicament que pour une seule personne, et Makoto lui donne 6 Ruby Eyes. Tout le monde dans la maison est heureux de voir cela, et Patrick donne ensuite à Makoto un reçu marquant la fin de l'emploi, et il mentionne que le médicament sera fabriqué un autre jour. Par la suite, Makoto va s'inscrire à la guilde des marchands, et il découvre qu'il devra réussir 2 tests avant de pouvoir s'inscrire. Makoto s'informe sur les tests, et il découvre que les tests peuvent être passés à tout moment, le premier étant un test écrit, et il peut consulter le manuel de la guilde pour le contenu couvert. S'il parvient à réussir le test écrit, il y aura un test pratique où on lui demandera de se procurer des fournitures. La réceptionniste lui dit que les fournitures peuvent être n'importe quoi, des objets facilement acquis aux matériaux rares de monstres. Après avoir réussi les 2 tests, on lui demandera de démontrer sa force économique avec soit un dépôt, soit des cotisations annuelles. Makoto achète ensuite un manuel, et il est surpris de voir le contenu couvert dans le test, et il demande à passer le test immédiatement. La réceptionniste est surprise d'entendre cela, car selon elle, le test est censé être très difficile. La scène passe ensuite à Makoto passant le test, et il déclare que les problèmes de ce test conviennent aux élèves de l'école primaire. Il parvient à terminer le test en moins de la moitié du temps, et après avoir vérifié le test, l'examinateur est surpris de voir qu'il a obtenu la note maximale en si peu de temps. Makoto tire ensuite au sort les matériaux qu'il doit rassembler, et il découvre que la dent hurlement est l'un des matériaux qu'il doit collecter. Il pense que ceux-ci sont difficiles à trouver, et l'examinateur lui dit de rassembler ces matériaux ou quelque chose d'une valeur équivalente dans les 3 jours. L'examinateur déclare qu'il doit avoir au moins le niveau 50 pour rassembler ces matériaux, et il se souvient que Toa et les membres de son groupe avaient tous des niveaux supérieurs à 100, mais ils avaient du mal à combattre les monstres qu'ils rencontraient en chemin. Il donne ensuite à l'examinateur des yeux de l'abeille rouge et leurs antennes, car il est prêt à accepter des matériaux d'une valeur équivalente. Voyant cela, l'examinateur déclare que Makoto a réussi le test, et la réceptionniste lui dit que sa carte de guilde sera émise demain. Makoto quitte ensuite la guilde et se demande s'il peut entrer en contact avec Tomoa maintenant. Nous voyons ensuite Tomoa combattre quelques monstres pendant sa chevalerie errante, et elle retourne dans le demi-plan avec un crabe, et il cuisine le crabe. L'un des lézards de brume déclare qu'il a entendu dire que les crabes gains sont une délicatesse, et il se demande s'ils ne vont pas le dire au jeune maître. Tomoa déclare que c'est bon, et ils mangent tous du crabe. Un des orcs dit alors à Tomoa que Mio cause des problèmes dans la chambre des souvenirs, et Tomoa part rapidement pour la chambre, pensant qu'entre les souvenirs, il y a des drames historiques qu'elle n'a toujours pas vus. Tomoa entre alors dans la chambre des souvenirs, et elle remarque que tout va bien ici. Elle découvre que Mio ne fait que traduire les souvenirs de Makoto, et Emma a utilisé l'ORC pour la convoquer ici afin qu'elle puisse les aider à traduire. Tomoa essaie de refuser, mais Emma la fait chanter en disant qu'elle dira au jeune maître que Tomoa est secrètement retourné dans le demi-plan et a festoyé de crabes, si. Elle ne l'écoute pas. La scène coupe ensuite à Tomoa essayant de regarder un drame historique au lieu de traduire des souvenirs, et elle demande à Mio si elle a fait des progrès avec le jeune maître pendant qu'elles étaient seules.
Mio lui dit qu'elle n'a fait que regarder le jeune maître dormir, et Tomoa ne peut pas croire que Mio n'a pas dormi avec lui. Elle mentionne qu'à ce rythme, ce ne sera jamais son tour de s'occuper de lui, et Mio dit à Tomoa de faire rapport au jeune maître au lieu de bavarder avec elle. Elle remarque ensuite quelque chose d'intéressant dans les souvenirs de Makoto, et la scène passe à Makoto dans un restaurant pour manger quelque chose, mais il ne peut pas lire le menu. Il commande au hasard une boisson, mais il est déçu par son goût. La scène coupe ensuite à Makoto dans le demi-plan, et il remarque le fragment qui introduit discrètement des fruits. Le fragment tente de justifier ses actions, mais Makoto déclare que c'est bien car il est également là pour introduire discrètement des fruits. Ils mangent les fruits ensemble, et Makoto la remercie d'avoir choisi cela. Le fragment déclare que cette fois, ils ont produit moins que prévu, et elle mentionne que la météo dans le demi-plan a été étrange ces derniers temps. Il fait soudainement chaud et froid, et la semaine dernière, il a neigé. Makoto pense qu'il doit trouver la cause rapidement, sinon cela pourrait affecter les affaires. Makoto lui demande alors s'ils ont commencé à planifier la cité illusoire, et le fragment déclare qu'ils l'ont fait, mais ils ne savent pas comment procéder. Makoto explique alors qu'il va commencer à commercer les biens du demi-plan, mais il serait difficile de vendre quelque chose dont la valeur n'est pas connue des autres. Faire cela peut également conduire à des frictions inutiles s'il est le seul à avoir ces biens, alors il va faire en sorte que des aventuriers errent dans le demi-plan et les renvoient avec quelques objets. Cela l'aidera à établir une réputation favorable et à répandre des rumeurs sur la cité illusoire. Il pense que cela facilitera le commerce, et Tomoa contacte ensuite Makoto télépathiquement, mentionnant qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Mio, et elle lui demande de venir immédiatement à la chambre des souvenirs. La scène coupe ensuite à Makoto à la chambre des souvenirs, et il remarque Mio se battant avec Tomoa. Il se demande ce qui se passe, et il demande à l'un des alkais à ce sujet. L'alkais mentionne que cela s'est produit lorsque Mio a vu l'un des souvenirs de Makoto, et Makoto pense que cela n'explique rien. Makoto leur demande d'arrêter, et il demande à Tomoa ce qui se passe ici. Ils essaient chacun de se blâmer pour ce désordre, et ils recommencent à se battre. Cela rend Makoto en colère, et il leur ordonne de se calmer. Il demande à Tomoa pourquoi elle ne l'a pas contacté lorsqu'elle est revenue dans le demi-plan, et Mio déclare que c'est parce qu'elle mangeait secrètement du crabe et regardait des drames historiques. Makoto demande alors à Tomoa comment ils en sont arrivés à cette bagarre, et Tomoa déclare que Mio l'a traité comme un appareil électrique et regardait des souvenirs l'un après l'autre. Makoto se demande si Mio est aussi devenue accro aux drames historiques, et Mio lui montre ce qu'elle veut regarder. Makoto découvre qu'elle veut regarder des animes pour enfants, et il déclare qu'il lui permettra de les regarder, mais il lui demande de ne pas les confondre avec la réalité, car ils sont faux. Tomoa déclare que ce n'est pas juste, et elle mentionne qu'elle veut aussi regarder des drames historiques, mais Makoto déclare qu'il va la sermonner après qu'elle ait fait son rapport. La scène coupe ensuite à Makoto dans son auberge à Sige, et Tomoa déclare que la Rembrandt Trading Company est une grande entreprise et qu'elle est bien respectée par la guilde également. Elle mentionne que c'est trop beau pour être vrai, et Makoto déclare que le propriétaire semble être un gars plutôt sympa. Il souhaite pouvoir apprendre à faire des affaires de lui, et Tomoa pense qu'il a une assez bonne opinion de lui. Makoto mentionne ensuite que cette chambre n'a que 2 lits, alors il devrait laisser leur maître en prendre un, et les filles lui demandent de choisir avec qui il aimerait dormir. Makoto déclare qu'il dormira sur la chaise, et il remarque ensuite que l'alchimiste lui a envoyé un message, et il a accepté de l'aider à produire de l'ambroisie. Il pense qu'avec cela, il devrait pouvoir terminer le travail, et il remarque ensuite que les filles sont déjà endormies. La scène coupe ensuite à Makoto rencontrant Asal le lendemain matin, et il va voir Rembrandt. On voit que certaines personnes le surveillent, et elle prépare quelque chose d'omineux car elle semble avoir une rancune contre Rembrandt. Merci d'avoir regardé la partie 1, le reste des parties sera sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir de nouvelles mises à jour sur les récaps d'animes.